You don't fight it. You run from it. Bonjour à tous et toutes. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de Terminator Dark Fate, réalisé par Tim Miller, le réalisateur de Deadpool. Terminator Dark Fate suit la vie de la jeune Dani Ramos, une jeune fille de la classe ouvrière qui vit au fin fond du Mexique et travaille dans une usine d'assemblage automobile avec son frère, qui du jour au lendemain se voit poursuivi par un double Terminator, un Terminator qui est à la fois un exosquelette et, alors pas du métal liquide, ils appellent ça un truc protéiforme. C'est pas du métal liquide, mais ça se comporte exactement comme le métal liquide. Et par une femme, jouée par Mackenzie Davis, qui s'appelle Grace, et qui est chargée de la protéger, parce qu'elle est le seul espoir du futur. Est-ce que cela vous dit quelque chose ? Petit changement, au cours de leur périple, Dani et Grace vont tomber sur une certaine Sarah Connor, qui pourchasse les Terminators un peu partout dans le monde depuis quelques années, depuis un événement particulier dont on va parler dans quelques secondes, et sur un autre Terminator, qui vont donc joindre le combat pour essayer de sauver Dani. Alors, Terminator Dark Fate est un film qui est plein d'idées. Pas toutes bonnes, mais qui est plein d'idées. Sauf qu'il a rien à raconter. Absolument rien. Il y a un message politique dans le film, mais il est absolument inutile et vide. Notamment parce qu'il est fait de façon extrêmement grossière. 75% des dites idées sont en fait piquées d'autres films. Quel film ? Bah au hasard Terminator 3, Terminator 4, puis Terminator Genesis aussi tant qu'on y est. Et l'ensemble tourne autour d'une très mauvaise idée. La mauvaise idée qu'il ne fallait pas avoir et que tout le monde craignait depuis que ce projet a été annoncé. Et alors c'est écrit avec le cul. Les personnages n'ont pas de personnalité à part leurs caractéristiques, c'est-à-dire que Mackenzie est une femme forte, parce que c'est la femme qui est terminatrice, entre guillemets, c'est pas une terminatrice, elle est augmentée. Dani, elle est fragile mais en même temps combative parce qu'elle va devenir la résistante et latino. Sarah, elle est vieille. Le Terminator, il est vieux et Terminator et il a tué John. Et c'est à peu près tout ce qui les définit en fait. Ils ont vraiment rien de très intéressant. Et on a des étincelles de créativité au niveau du texte. C'est incroyable. Il y a une réplique qui m'a littéralement fait facepalm. Grace essaie d'expliquer le danger du Terminator à Dani, et vous savez, dans les films d'avant, c'était il ne s'arrête pas, il ne se repose pas, il ne s'arrêtera jamais tant qu'il ne t'aura pas eu, etc. Et là, la phrase, c'est « Tu mets 100 flics devant un Terminator, tu auras 100 flics morts. » La profondeur, quelle plume! C'est extraordinaire. On va commencer maintenant les spoilers, parce que pour évoquer les problèmes de Terminator Dark Fate, il faut parler de l'histoire de Terminator Dark Fate. On voit l'astuce pour essayer que les gens aillent quand même en salle pour voir le film, donc je vais vous spoiler les problèmes du film, à partir de maintenant. Terminator Dark Fate nous a sorti une Star Wars, mais au tout début de son nouvel épisode. C'est-à-dire que ce film démarre avec l'idée génialissime et sensationnelle de nous montrer, quelques mois seulement après la fin de Terminator 2, la mort de John Connor. Parce qu'évidemment, c'est bien ça, la base de l'histoire. John Connor est mort. Il n'est donc plus le héros de la Résistance. Le coup de bol, c'est que le jugement dernier n'a pas eu lieu là où au moment où il était prévu. Donc du coup, ça change pas grand-chose que John soit plus là. Mais maintenant, du coup, il y a un nouveau futur, avec un nouveau Skynet qui s'appelle pas Skynet, et il y a une nouvelle leader de la Résistance, qui est
Danny. Donc en gros, on a juste fait un remake de Terminator 1 et 2. Avec les idées de Terminator 3, 4 et Genesis. Pourquoi je rajoute Genesis solo? Parce que Genesis piquait déjà beaucoup d'idées au film précédent. Genesis avait justement eu pas mal des idées du truc, notamment le fait de retourner à nouveau dans le... Enfin, de modifier à nouveau le passé qui nous a déjà été montré. Pas de la même façon, mais c'est la même idée, c'est la même envie, avec pour objectif, du coup, de nous proposer de nouveaux personnages, une nouvelle jeune Sarah Connor, un nouveau jeune Kyle Reese, et de dire adieu aux anciens, le fameux Pops, le vieux Terminator, puisque là aussi, on a un vieux Terminator qui est resté depuis des années. La rencontre entre Grace et Danny, dans le futur, c'est exactement le récit de John Connor et Kyle Reese, donc ils ont absolument tout piqué au film d'avant. Ce qui veut dire que dans les 5 premières minutes de ton film, tu viens déjà de casser le fil narratif de la saga. T'as déjà foutu en l'air tous les enjeux. Parce qu'en fait, tout ce qui était avant, poubelle. Ça sert plus à rien, parce que de toute façon, le futur, il existe même plus de toute façon. Et maintenant, on repart sur un autre truc, avec de nouveaux héros qui vont remplacer ceux que vous aimiez jusque-là. Et tu te dis, il y a un double truc qui est terrible. Le premier truc, c'est d'avoir justement insisté à ce point pour montrer cette image. Ils ont tourné donc ce flashback, qui rajoute donc à la fin de Terminator 2, au prétexte que, mais alors j'y viendrai un peu plus tard, soi-disant, Skynet avait envoyé 2 Terminators en 92, 91, je sais plus à quelle époque ça s'est déroulé. Et du coup, il y en avait un deuxième qui était là au cas où le premier échouerait. Eh, c'est un coup de bol de l'apprendre que maintenant quand même. Mais donc, on a cette scène avec ce Terminator qui débarque, Sarah Connor rajeunit numériquement, donc Linda Hamilton rajeunit numériquement, qui... Enfin, c'est bluffant, mais ultra bluffant, mais pas aussi bluffant que le rajeunissement, ou en tout cas le face swap, du jeune acteur qui remplace Edward Furlong pour le jouer à 12 ou 13 ans ou 14 ans. Qui vraiment a l'air de sortir de Terminator 2. T'as vraiment l'impression que c'est Edward Furlong de l'époque qui est en train de tourner la scène, quoi. Vraiment, le trucage est parfait. Mais c'est du coup d'autant plus terrible à regarder, quoi. Parce que ça arrive vraiment de façon complètement injuste, ça sort de nulle part, les personnages avaient aucun moyen de prévenir le truc, ils ont eu aucune réactivité, alors que dans les films, généralement, ils ont de la réactivité, ils voient ce genre de truc venir. Mais ils insistent en plus pour faire des plans avec le point de vue du Terminator, avec le bout du canon en face, en train de viser John et de tirer, et tu vois du coup John Connor crever dans à l'écran. Tu vois ton héros, le personnage que t'as suivi, en plus de Sarah, évidemment, hein, mais justement, Sarah avait transmis le bâton à John dans le film d'après. Et là, il n'y a pas de transmission de bâton, il y a juste le mec qui laisse tomber le bâton. Il crève comme une merde. Et c'est encore pire que tout. C'est encore pire que tout de te le montrer comme ça, quoi. Parce que ça te déconnecte totalement du truc. Et imaginez qu'on ait eu la solution intelligente. Imaginez qu'on ait laissé Edward Furlong en vie. Edward Furlong est toujours vivant, hein, je vous signale. Il est né à sa 37e cure de désintox, sans doute. Mais justement, tu joues dessus. Tu joues sur ce gosse de 13 ans qui a pas eu le droit à son adolescence, qui a pas eu le droit à son fun, qui a pas eu le droit à quoi que ce soit, qui du coup a la tête complètement baisée parce qu'on lui a mis qu'il était censé être le grand leader de la résistance dans le futur, etc. Et que maintenant, du coup, il est obligé de faire sa vie pour lui-même et que ça se trouve, il a une vie de merde. Ce qui, je pense, était le projet de Terminator 3 à l'époque. Ils ont dû remplacer Edward Furlong par Nick Stahl, parce que je crois que Edward Furlong était justement en cure de désintox à ce moment-là. Mais je pense que c'était l'idée de base, quoi. L'idée de base, c'était de récupérer un John un peu torturé et travaillé par ce truc-là. Et comme maintenant, il est en état de tourner à peu près Edward Furlong, il a fait quelques films récemment, il a fait quelques séries, quelques trucs, quelques caméos aussi, dans CSI, il avait fait un caméo, il avait fait un personnage, bon c'était il y a déjà 5-6 ans, un truc dans ce genre-là, mais peut-être même plus. Mais il peut jouer à nouveau Edward Furlong maintenant. Imaginez qu'on ait eu tout un film avec Sarah et John, vieux. Et que justement lui transmette le bâton ensuite dans l'histoire, que au cours d'une baston, au cours du climax par exemple, John se sacrifie en plein combat, donc quelque chose d'héroïque, en disant à Danny, mais maintenant, de toute façon, mon futur n'existe plus, c'est à toi de le construire, le futur. Et là, je te tends le bâton correctement avant d'avoir une mort noble. Imaginez qu'on ait fait ça. Imaginez qu'on ait eu une bonne idée, en fait, pour une fois. Au lieu de faire de ce Terminator, le Terminator SJW, comme on a fait les Star Wars SJW, j'ai rebaptisé ce Terminator, et je vous le dis tout de suite, n'y voyez absolument pas une remarque raciste. C'est juste pour se foutre de la gueule du concept et du scénario. En fait, le concept de ce scénario, c'est pas Terminator Dark Fate, c'est Terminator Dark Skin. C'est-à-dire que c'est Terminator latino.
Parce qu'il n'y a pas que John Connor qu'on remplace par une latino, qui a aussi un frère, qui a aussi un père, donc son père est un peu le remplacement aussi de la famille de Sarah Connor, et de son ami par exemple dans le premier, etc., ou c'est des parents adoptifs de John par exemple dans un autre. Donc on a sa famille, l'histoire démarre au Mexique, le Terminator est mexicain, puisqu'il a été envoyé au Mexique, ils ont prévu le coup, hein, les machines ont prévu le coup, elles ont envoyé un Terminator mexicain pour faire son truc au Mexique. Cela dit, il peut changer de forme quand il veut, donc finalement ça change pas grand chose, mais bon, peu importe. Il y a tout le truc aussi au niveau de la frontière, c'est parce que du coup ils sont au Mexique, ils veulent aller chercher de l'aide se trouve aux États-Unis, donc ils doivent traverser la frontière illégalement. Évidemment. Donc on traverse la frontière illégalement, on se retrouve arrêté aux frontières, mis parqué dans des cages, etc., etc. Discours politique. Et ensuite, on retrouve Pops, donc le Terminator vieux, qui est donc le fameux Terminator qui a été envoyé pour tuer John au début. Et qu'est-ce qu'il a fait pour s'occuper, Pops? Eh ben, il a adopté une famille de latinos. Qu'est-ce qui leur prend? Pourquoi est-ce qu'ils ont cette obsession d'un seul coup pour foutre des Mexicains partout dans le film? Et t'as vraiment l'impression que le but, c'est de vendre Terminator à une autre partie de la population qui peut-être était pas très attirée par le film. Je connais pas les statistiques, parce que aux États-Unis, il faut bien savoir qu'il y a des statistiques sur toutes les ethnies et toutes les catégories sociales pour savoir qui va voir le film. Ils regardent le pourcentage d'hispaniques, le pourcentage d'afro-américains, le pourcentage d'asio-américains. C'est comme ça qu'on dit, asio-américains? Sino-américain, dans Sino ça vient de la Chine spécifiquement, bref. Donc, t'as vraiment l'impression que c'est ça le but en fait, c'est juste d'essayer de vendre Terminator à une partie de la population qui a jamais regardé Terminator avant, en foutant que des latinos partout, et 10, 15, je vais y aller à la louche, je vais dire 20% des dialogues sont en espagnol. J'ai une grosse louche, 10 ou 15 plutôt. Mais toute l'intro du film, par exemple, est entièrement en espagnol. T'entends personne parler, à part des Mexicains. Quand Grace débarque, on l'a vu dans la bande-annonce, il y avait des flics quand elle débarque. En fait, avant que les flics débarquent, elle est aidée par des latinos. Qui sont justement dans le coin et qui la voient arriver. Bon, en même temps, on est au Mexique, donc c'est normal qu'il y ait des Mexicains dans le coin. Ce qui est plus drôle, c'est quand même que quand elle débarque, donc elle est à poil évidemment, il y a les deux Mexicains du coup qui l'aident, donc les deux jeunes en tout cas qui l'aident. Et là il y a des flics qui débarquent. Tu sais pas trop d'où ils débarquent. Moi il y a eu une grosse explosion sur le pont effectivement, mais a priori ils devraient arriver sur le pont, pas en bas. Mais les flics débarquent. Et donc là les latinos, au lieu de faire hey, venez nous aider, on a besoin d'aide pour la nana, ils commencent à faire merde, ça va mal jouer des tours, etc. Et là les flics sortent de la voiture et mettent en joue les deux citoyens normaux qui sont en train d'aider la blanche, quoi. En pensant du coup qu'ils sont en train de l'arnaquer, qu'ils lui ont tiré ses fringues ou je sais pas quoi. Enfin tu dis, il y a pas grand chose à tirer sur la meuf quand même, mais effectivement tu vois des gens avec une nana à poil, tu dis bon ça paraît un peu bizarre. De là à directement les arrêter, tu te dis c'est des flics américains qui sont en train d'arrêter des Mexicains là, parce que qu'est-ce que tu essaies de faire passer comme message au final en fait? Alors j'en avais parlé dans mes analyses des trailers, c'est toujours une idée pour essayer de proposer quelque chose avec Terminator. Le problème c'est que justement ça ne propose rien. Il y a pas de... Il y a un discours, mais le discours est pas clairement tenu, et les faits le soutiennent pas forcément non plus, quoi, parce que quoi qu'il se passe, quel que soit leur motif légitime, s'ils traversent illégalement la frontière, ils traversent illégalement la frontière. Enfin c'est pas des... Donc du coup j'espérais que ça apporterait un sous-texte intéressant. Au final c'est un sous-texte extrêmement grossier, mais vraiment plus grossier que ça tu meurs, quoi. Vous pourrez le voir en passant à la suite, parce qu'il n'y a pas que des latinos dans ce Terminator, il y a aussi un remplacement massif de tous les personnages par des femmes. Et justement par rapport au truc avec Grace et les deux jeunes qui viennent la chercher, il y a donc un mec et sa copine, ou une fille et son mec. Et quand Grace s'en va, elle a besoin de fringues, puisqu'elle est à poil. Devinez à qui elle pique les fringues. Bien sûr qu'elle pique les fringues du mec. Et que la meuf qui est à côté avec son débardeur et son pantalon et son machin, non, ça l'intéresse pas. Parce qu'évidemment, on va pas foutre une nana avec des vêtements qui devraient lui convenir. Enfin bon. Donc, déjà, on commence avec ça. Ensuite, on a une course-poursuite avec Grace au volant et un Terminator derrière. Et on a à côté Danny et son frère. Et le frère, qui voit les Terminators derrière, se retourne vers Grace et lui fait « Hey, accélère, accélère !» Alors déjà, comme s'ils étaient pas en train de rouler, et donc justement, comme ils sont en train de rouler, et avec le regard en mode « T'es en train de me mansplainer comment est-ce que je dois conduire ?» Il y a Mackenzie Davis qui la regarde en faisant... Qui lui fait un bon regard noir comme ça, en plein d'un truc genre « Va pas m'apprendre ce que je dois faire si je dois accélérer ou pas, quoi. »
Je vais finir en Joker, moi aussi. Je vais finir à faire des danses expressionnistes comme ça pour dire le monde est complètement con. J'en peux plus. T'as aussi la subtilité ultime de la réplique de Sarah Connor qui regarde Danny et qui lui fait « Ton ventre, c'est ton ventre qu'ils veulent. Tu n'es qu'une chambre à incubation pour faire grandir des bébés. Toi, tu ne sers à rien parce que t'es une femme. » Et donc, quelques scènes plus tard, t'as le truc « Mais non, Danny. C'est toi, la leader de la résistance, pas ton fils ou ton enfant. T'aurais pu avoir une fille, cela dit, hein. Ça aurait pu marcher aussi, hein. Mais non, là pour le coup, non, c'est toi qu'on va sauver parce que c'est toi la leader de la résistance. Et donc du coup, c'est une femme qui va sauver le futur et non pas un homme, comme dans Terminator depuis le début avec le truc de John Connor, qui faisait Jésus-Christ, hein. C'est pour ça aussi que c'était un mec. C'était ça le truc, hein, c'était JC. Le truc par contre, c'est que je voudrais bien savoir comment est-ce que la meuf va devenir une magnifique leader de la résistance, parce que la meuf voit un Terminator avec l'apparence de son père, et tout ça d'arraché de peau avec du métal liquide et un squelette en métal là-dessous, et la meuf elle le regarde, elle fait « Papa ! Papa !» Non chérie, ce n'est pas ton père, a priori, enfin c'est... Et puis alors, pour finir là-dessus, t'as cet autre sommet de subtilité, quand Grace est malade, enfin, elle est pas bien en point en tout cas, elle arrive à l'hôpital et on lui fait des radios pour voir ce qu'elle a dedans. Elle est pas à l'hôpital, elle est au centre de soins de la frontière. Et on lui fait des radios. Et elle se réveille, elle arrive dans la chambre où les médecins sont en train de regarder les radios, elle regarde les radios donc de son corps, et elle leur dit « You've been watching my privates ?» Et ensuite leur explose la gueule. « Watching my privates », ça veut dire « regarder mes parties intimes ». Je sais pas comment ils l'ont traduit en VF, parce que je regardais pas les sous-titres en dessous, je regarde tous mes films en VO, sous-titrés VF. Mais vraiment, vous avez fait cette blague. Est-ce que vous auriez fait cette blague si c'était pas une meuf? Par exemple. Et la meuf est choquée que des médecins regardent son corps et puissent l'avoir toute nue, et même pas l'avoir toute nue parce qu'elle est encore habillée, ils ont juste fait des radios. Et la meuf te sort ça comme ça d'un coup, quoi. Et tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? D'où ça sort, cette réplique, quoi? Terminator SJW. Et puis alors, il y a l'autre truc, c'est la question de la cohérence. Alors, je devais partir sur autre chose, mais je vais partir sur Grace, parce que j'étais en train de parler d'elle. Parce qu'il y a un problème de cohérence monstrueux qui est provoqué par ce film, qui a déjà été abordé par les films d'avant, donc tu te dis, c'est vraiment le truc le plus con du monde de pas en parler. C'est le problème de la contamination. Grace n'est pas une Terminatrice, c'est une augmentée. C'est une humaine à qui on a rajouté des trucs qui la rendent plus forte et plus puissante. Alors, je sais pas ce qu'on leur rajoute exactement pour les rendre plus puissants. Apparemment, ça doit être des parties mécaniques, des trucs dans ce genre-là. Donc c'est du transhumanisme, grosso modo. Bref, elle est augmentée. Et ils arrivent pas du coup à se dire « Eh, mais c'est vachement con parce que une personne augmentée, un Terminator, etc., ben, on peut les pirater. Donc c'est un risque dans notre résistance d'avoir des gens qui ont des parties mécaniques à l'intérieur. Vous savez comment on le sait? Ben, Terminator 4, il était entièrement basé là-dessus, Renaissance. Avec Sam Worthington qui jouait le nouveau Terminator, qui était hybride mi-humain, mi-Terminator, qui avait ses souvenirs d'humain, mais qui avait une interface de Terminator dans la tête pour que les Terminators et les Skynet puissent observer tout ce qui se passe à travers ses yeux à lui. Dans Terminator 3, juste avant, on avait une Terminatrice qui avait son espèce de doigt extensible là, et qui pouvait pirater n'importe quel truc avec une carte intégrée, donc n'importe quel ordinateur, n'importe quelle voiture, par exemple, avec des circuits imprimés à l'intérieur, etc. Ce qui était vachement intéressant et ce qui avait amené à des trucs vachement intéressants, notamment au niveau de la contamination des Terminators. Et l'idée était plus ou moins évoquée aussi avec Genesis. Il y a un moment où le T-1000, le premier, celui qui est asiatique, qui est renvoyé en 82 pour attaquer Sarah, c'est 82, je suis plus sur la date, en 80, dans les années 80, il y a un moment où il passe à côté de la dépouille du T-800 qui a été buté, le premier Schwarzy qui a été envoyé à cette époque-là aussi, et il verse une toute petite goutte de métal liquide dans le truc, et la goutte de métal liquide va réparer les circuits imprimés et réactive du coup le Terminator qui est du coup contrôlé par le Terminator métal liquide. Donc t'as 3 films quand même, qui ont été créés après l'avènement de l'informatique, au moment où les gens commençaient à comprendre ce que c'était et du coup être conscients des dangers également. Et à aucun moment vous ne pensez à la question de la contamination, de la piraterie et des virus. Il y a je sais pas combien de passages dans ce film où j'ai vu le Rev9, alors ils ont changé les déterminations des Terminators, et le nom de Skynet, mais les Terminators ont toujours exactement la même gueule. Et ça s'appelle des Terminators. Donc il y a je sais pas combien de passages de ce film où le Rev9 et Grace s'empoignent, en viennent aux mains, et à chaque fois je me suis dit, ah, est-ce qu'il va la contaminer avec son truc de protéiforme machin bizarre Terminator bidule chouette là,
Est-ce qu'il va la contrôler? Est-ce que du coup il va y avoir un problème? Est-ce qu'il va y avoir un danger? Est-ce qu'il va faire pareil pour le Terminator, le T-800? Parce que du coup lui aussi il existe et lui aussi il est pris en grippe. Il y a un moment où il est même pris en tenaille par les deux, la version exosquelette et la version protéiforme métal liquide qui sont tous les deux en train de lui péter le bras et les machins. Je me suis dit ils vont le pirater, ils vont le contrôler et ils vont être trois du coup d'un seul coup. Et non, ils le font jamais. Tu fais quand même, c'est bon. Autre question vis-à-vis de la cohérence, c'est la question qui entoure Sarah. Dans le film, Sarah retrouve Grace et Danny au milieu d'un pont, au milieu de nulle part, alors qu'elles sont au milieu d'une course-poursuite. Et elle les aide à ce moment-là. Et tu dis, par quel miracle est-ce qu'elle a réussi à savoir qu'elle serait là, sur ce pont, à ce moment-là précisément? Et on t'explique un peu plus tard qu'elle a reçu un texto qui la préviendrait il faut que tu ailles à cet endroit-là. Et elle explique que des textos comme ça, elle en reçoit régulièrement depuis la mort de John, qui sont tous signés d'ailleurs pour John, et à chaque fois qu'elle se rend aux coordonnées montrées dans les textos, il y a une boule temporelle qui débarque, un Terminator, et elle le défonce. Et il y a plusieurs trucs qui ne vont pas là-dedans. D'abord, sur le pont, il y avait une course-poursuite, il n'y a pas eu de déplacement temporel. Le déplacement temporel, il était la veille, la nuit d'avant, sur un autre pont. Donc ça n'explique pas comment Sarah s'est retrouvée sur ce pont au moment de la course-poursuite, 24 et quelques heures après. Il y a un moment où ça ne va pas. L'autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a des Terminators qui débarquent comme ça régulièrement du futur et Sarah qui va les buter? Déjà, alors, apparemment c'est si facile que ça à buter, mais Sarah est quand même persuadée qu'elle a interrompu le jugement dernier. Mais ça fait 5 ans qu'elle enquille des Terminators, 5 ou 10 ans qu'elle enquille des Terminators, qu'elle bute comme ça tous les 2 ans à peu près. À un moment, elle dit c'était 2 ans plus tard, j'ai reçu un autre texto, etc. Donc tu te dis, il y a un truc qui va foncièrement pas là-dedans quand même. Enfin, vous voyez bien que c'est pas logique. Elle peut pas être persuadée qu'elle a mis fin au jugement dernier si en plus elle bute des Terminators régulièrement et qu'il y en a un deuxième qui a buté son fils. Enfin, il y a un moment, alors ça aussi c'est une bonne question, vous voyez, par exemple. Pourquoi est-ce que d'un seul coup Skynet a envoyé 2 Terminators à cette époque-là? C'est en ça que je dis pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé John adulte? C'est parce que tu rajoutes plein de conneries pour justifier ce truc-là, quoi. C'est d'où Skynet envoie 2 Terminators en même temps. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas été mis au courant? Puisque c'était quand même censé être l'enjeu du film d'avant, c'était censé sauver John Connor, donc s'il y avait 2 Terminators, ça aurait pu être sympa de nous mettre au courant, par exemple. Quand on sort ce genre de truc comme ça d'un seul coup au début du deuxième film pour te justifier la pirouette scénaristique qu'on t'a fait, c'est violent. C'est ultra violent quand même. Et alors le truc que je trouve génial, c'est qui est-ce qui lui envoie donc tous ces textos? C'est le fameux T-800 qui est là depuis des années et qui a buté son fils. Et pourquoi est-ce qu'il lui envoie des textos? Le mec lui sort ça, quoi. Sérieux. Il la regarde et lui fait « Je voulais donner un sens à ta vie. Je voulais que la mort de John ne soit pas en vain. Alors du coup, je t'ai envoyé buter des Terminators. » Le truc que dans le deuxième film, entraîné rageusement et musclé jusqu'aux yeux, enfin c'est plus préparé qu'à buter des Terminators que ça, tu meurs. Elle a quand même eu vachement de mal. Hein. Avec son fils à côté et un Terminator pour l'aider, elle a eu un petit peu de mal à buter les Terminators. Et lui, il l'envoie tranquillement aller se débarrasser des Terminators. À sa place. Parce que lui, il a plus intéressant à faire, après tout. Faut faire le lit du petit Matteo. Ce truc est débile, putain, la famille adoptive du Terminator, mais j'ai envie de mettre une mandale quand j'ai vu ce truc-là, putain. Oui, d'accord, c'est la progression de ce qui était fait dans Terminator 2, le Terminator qui apprend au fur et à mesure après être resté ici, quoi. Mais on s'est jamais attaché à ce mec-là. Donc c'est juste un Terminator qui a débarqué, qui a accompli sa mission, et puis après il savait pas quoi faire, alors j'ai adopté une famille. Et je suis devenu gentil. Parce que, oui, je suis programmé pour une mission qui était donc de tuer John, et une fois que j'ai fini, je suis pas un Terminator, hein, je vais pas tuer les autres. Ou je vais pas juste me cacher dans un coin, non, je vais avoir une famille. Et pour rester avec ma famille, je vais envoyer à Sarah Connor de 70 balais buter des Terminators à ma place. Connard. Bon. Voilà, tout ça c'était la merde qu'il y a dans le film. Notamment, il y a un moment, ils sont au fin fond du Mexique. Ils arrivent à être chopés par une caméra de sécurité. Qui est installée à côté de là où il y a des gens qui viennent traverser la frontière illégalement. Donc, là où il devrait faire en sorte d'éviter les caméras de surveillance, et là où il devrait savoir s'il y en a ou pas, enfin c'est...
les immigrés resteraient pas ici s'ils savaient qu'il y a une caméra de surveillance, et si les gens installent une caméra de surveillance, enfin, en principe, Sarah Connor, elle regarde un peu partout, elle voit s'il y en a une, et elle évite de se faire choper par un truc comme ça, quoi. Pareil, il y a un moment où le Terminator les repère avec un drone qui survole la frontière, et il les fait arrêter par le service de la douane, et juste quand elles se font arrêter, il leur envoie le drone avec qui il les surveillait dessus. Et tu fais, mais pourquoi tu as pas laissé le drone s'écraser sur elle directement? Quel était le besoin d'attendre qu'il se fasse arrêter par les flics? Enfin, j'ai pas compris. Même les bonnes idées sont souvent un peu gâchées. Notamment ce truc du métal liquide ou des Terminators protéiformes, etc. Le but, c'est quand même que du coup, ce soit des machines quasi impossibles à tuer. Et au final, tu te retrouves dans le futur avec une scène où à un moment, quelqu'un tire avec, je sais pas si c'est un laser ou une balle, mais tire sur le Terminator et ça lui explose la tête. Et à ce moment-là, il s'écroule pas comme une espèce d'énorme flaque de métal liquide, il reste en place. Il garde exactement sa structure de corps de métal liquide, juste avec la tête explosée. Et tu fais, si ces Terminators en métal liquide sont sensibles aux balles ou aux tirs de laser, quel est leur intérêt? Et du coup, t'as un moment où t'as Grace qui est du coup écrasée par un Terminator en métal liquide qui s'allonge sur elle. Et je me suis dit, ah merde, elle est vachement en danger, du coup le truc va se reconstruire au-dessus d'elle, etc., ou il va la transpercer directement. Non. Et tu fais, ouais, d'accord, intelligent, très très intelligent. Et pareil, donc à la fin, ils essayent de se débarrasser du Rev9, du coup, et ils essayent de le foutre dans des espèces de turbines qui vont très 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 vite, et qui ont une paroi qui est très très serrée, et qui est très collée au côté de la turbine. Et du coup, tu te dis, ils vont le foutre là-dedans, l'exosquelette va exploser, et tous les petits morceaux de métal liquide qui ont été envoyés partout dans le truc vont se réunir pour te reformer un Rev9 uniquement métal liquide, puisque l'exosquelette marche plus, et du coup ça va relancer les enjeux à nouveau pour le climax, quoi. C'est l'inverse qui se produit. Quand des chocs répétés quand un Terminator est envoyé dans une turbine, c'est l'exosquelette qui résiste, et le métal liquide crame. Vous avez compris que le but du métal liquide, c'était de pas prendre les impacts, de pas recevoir les chocs, etc. Il y a même un passage où ils lui font traverser une rambarde de sécurité au bord de la route. Et tu dis, vous êtes conscient que c'est pas compatible du coup avec votre fin. Enfin, alors oui, il y a une question de température, le métal liquide brûle, mais on a vu dans le Terminator précédent, enfin dans Terminator 2, qui est du coup le précédent, puisque celui-là jarte les autres, que la température pour faire fondre un T-1000 est la même que celle pour faire fondre un T-800. Donc l'exosquelette en bas, il devrait cramer exactement comme le métal liquide en fait. C'est au minimum être surchauffé, quoi, et donc cramer tous les circuits intégrés, les machins à l'intérieur, quoi. Donc même ça, tu te dis, bon... Le souci, c'est qu'il y a quelques bonnes idées qui restent, quand même, derrière tout ça. Il y a quelques bons trucs, notamment, on peut pas cracher sur les scènes d'action sont très bien faites. On a toutes les traditions de Terminator, à l'exception de la moto. La moto a disparu, il y a plus de passage en moto. Mais on a bien évidemment les courses-poursuites en camion, le climax dans pas une grande usine, mais un grand espace industriel. Pour pas vous dire, enfin oui, de toute façon, vous regardez le truc avec spoiler. Donc sur le barrage, là, donc on a cette idée-là qui est repris également. Il y a aussi le coup de l'hélico. Dans les courses-poursuites avec les camions, on a vraiment la sensation de violence. Et surtout, ce que j'avais pas vraiment ressenti depuis Terminator 3, qui est un des derniers Terminator à avoir fait une très bonne scène de course-poursuite comme ça, ce vrai sentiment de destruction. Tu sens la destruction qui suit la progression de nos personnages quand ils sont en train d'avancer en camion. Les camions passent à travers des murs, les camions explosent des poteaux, explosent pas des cabines téléphoniques parce qu'il doit plus en avoir, mais voilà, tout ce qu'il peut trouver sur son chemin, les camions les explosent. Ils renversent des bagnoles, ils font péter des rails de sécurité, des machins genre là. Les scènes d'action sont très intéressantes et très rythmées. Le traitement des Terminators aussi est un peu plus intéressant parce que contrairement aux autres, la technologie n'est plus limitée ici et on peut vraiment avoir des robots qui se comportent comme des robots. C'est-à-dire que on peut avoir des robots par exemple qui vont utiliser leur force cinétique. Je crois que c'est ça, hein, la force de leur accélération, pour aller très très vite et faire des sauts monstrueux et passer au-dessus de certains trucs, etc. Vraiment utiliser leur capacité de robot en fait, qu'ils avaient
pas du tout utilisé jusque-là. À part le T-1000, qui a des capacités spécifiques, ils fonctionnent comme des humains normaux, en fait. Et ils font pas grand-chose de Terminator-esque. Donc là, du coup, il y a ça qui est plus intéressant. De même, il y a une exploitation du métal liquide et des Terminators du futur, qui est plus intéressante aussi, parce qu'ils sont, du coup, extrêmement dangereux, extrêmement violents. Au point que, à mon sens, il devrait plus y avoir beaucoup de survivants avec des modèles comme cela par rapport aux Terminator qu'il y avait avant. Mais tu sens clairement qu'ils sont dangereux, tu sens la violence des scènes d'action, et du coup, ça passe super bien, quoi. C'est des Rev9, du coup, donc c'est plus les mêmes modèles, mais au tout début du film, il y a le plan traditionnel dans le futur, avec la baston contre Skynet, avec un très joli plan, plutôt compliqué à faire, je pense, où on filme du sable, et les vagues qui viennent petit à petit lécher le sable et le déplacer, et révéler qu'en fait, en dessous, il y a un crâne d'être humain. Et tu fais, putain, c'est le genre de plan qui est pas évident à faire, quoi. Faut faire en sorte que la mer retire bien le sable comme il faut, et que ça te fasse pas chier au niveau du plan, etc. Enfin bon, bref. Ça, c'est bien fait pour le coup. Et là, pour le coup, comme c'est encore le futur auquel Sarah pense, c'est encore le futur de Skynet, et donc il y a des Terminators. Et ils ont enfin repris leur côté un peu massif, et un peu costaud, quoi, qu'ils avaient complètement perdu dans ceux d'avant, qui ont passé leur temps à les réduire à la taille d'une brindille. C'était devenu des Terminator Phasm. Et là, pour le coup, ils ont repris du stock, et ils sont quand même vachement plus intéressants. Même la scène de l'avion, qui m'inspirait pas grand-chose à la base, au final, passe bien. Mais en fait, j'ai envie de dire ça, les scènes d'action passent. Elles ont rien de si marquant ou si choquant ou qui investit particulièrement le spectateur, je trouve. Elles sont grand spectacle, elles sont plutôt bien filmées, mais elles sont aussi un peu bordéliques. La scène de l'avion en particulier, je la trouve vraiment bordélique. En fait, je trouve qu'on a finalement du mal à la suivre, alors que c'est pas un espace particulièrement grand. Mais comme la caméra bouge un peu dans tous les sens, c'est vrai que c'est un peu particulier. Et cette scène devrait être super prenante. Et au final, je la trouve pas officime, quoi. En plus, elle est bizarrement justifiée. D'un seul coup, au milieu de l'histoire, t'as Sarah qui débarque avec des potes au milieu de l'armée. Alors encore des rebelles mexicains au-delà de la frontière, dans Terminator 2 je veux bien, mais au milieu de l'armée, ça me paraît particulier quand même. Et le mec lui apporte une arme ultime qu'elle pourrait utiliser contre les Terminators. Et l'arme est détruite immédiatement après. Et tu fais, ah bah génial, ça sert à rien. Donc tu viens d'introduire un nouveau personnage, d'introduire une arme et de démarrer une séquence pour rien. Ok, juste pour te permettre d'être dans un avion au bout d'un moment, quoi. Tu fais, ah, dis donc, ça a été intelligemment écrit, ce script, pour trouver les justifications pour amener les personnages là où on a envie qu'ils soient. C'est du génie. Mais l'action peut être bien ou mal filmée, c'est-à-dire que il y a des moments où l'action passe bien, et il y a des moments où ça va être très nul. Il y a un plan, notamment, où il y a des personnages qui sont dans une sorte d'avion, mais dans le futur, dans la guerre du futur. C'est un flashback avec Grace. Et on voit un avion, du coup, qui vole en Razmot au-dessus d'une ville. Et on a 2 fois le même plan. On a 2 fois un panoramique de la caméra qui regarde le vaisseau au loin, qui le suit, hop, et on cut. Là, t'as un petit échange, et là, nouveau plan, vaisseau qui arrive, la caméra qui le suit, le même panoramique, à la même vitesse, dans le même sens, et avec la même composition de cadre. Sauf que celui-là, ça se termine sur un camion qui a des crânes dans son coffre, et il y a un crâne qui descend ensuite, et ça montre que les Rev9 sont en train d'arriver. Et tu fais, waouh! Une répétition en mise en scène comme ça, juste dans un plan, waouh! Créatif. Bravo. Donc, pour terminer, ce film ne tient pas debout et est complètement débile, et n'a absolument rien à proposer, à part un message politico-SJW sur les latinos et les femmes. Et ce message n'est pas bien géré du tout. Tu te demandes même quelle est l'utilité de ce genre de truc, parce que je sais pas, je crois que les Américains disent toujours que les latinos viennent voler leurs emplois, et on voit qu'ils bossent dans une usine d'assemblage de voitures, et le frère de Danny se fait remplacer du jour au lendemain par un bras par une machine automatisée et par un robot. Et donc je crois que l'idée c'est, mais les Mexicains c'est pas le problème, eux aussi ils perdent leurs emplois à cause de l'industrialisation, et c'est pas eux le souci, quoi. C'est pas eux que vous devriez en vouloir. Je crois que c'est ça plus ou moins l'idée quand tu vois ce truc là. Mais tu te demandes si c'est pas juste un truc pour dire que le personnage n'aime pas les machines, et faire une petite ironie par rapport au fait qu'il soit dans un Terminator et qu'il y a un bras d'assemblage dans le truc, ou par rapport au futur, quoi, qu'on se dise en fait il faudrait pas informatiser les choses, il faudrait pas rendre les choses plus agréables, plus faciles à faire grâce à la technologie, il faudrait qu'on laisse des humains partout tout le temps, etc.
C'est très bordélique, c'est très casse-gueule, et franchement c'est très creux, parce que c'est très grossier. Et c'est, hélas, ce que tout le monde craignait avec ce Dark Fate, depuis qu'il a été annoncé. Donc voilà, Dark Fate est l'échec que nous avions tous vu venir. Désolé. Voilà pour ce qui est de mon avis sur ce film. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.